Bien, mais écoutez, bienvenue à toutes et à tous dans ce 56e webinaire qui va nous emmener sur les traces de l'IA, pas mal de nouveautés, pas mal de points qui pourraient vous intéresser pour gagner du temps. Hein. C'est le refrain éternel, mais quelque part, c'est toujours d'actualité. Là, j'ai traversé, pour vous raconter une petite anecdote, deux petits cabinets dans la région, belle région de Occitanie, là, cette semaine, et avec deux experts comptables, deux dames extrêmement sympathiques, avec qui on a travaillé sur les prémices de l'IA dans leur cabinet. C'était absolument intéressant, passionnant. Encore une fois, les collaborateurs ont parfaitement joué le jeu, donc ça prouve qu'ils ont envie. Et donc, on a travaillé sur la stratégie de ces cabinets, on a travaillé sur comment implémenter l'IA. On a parlé évidemment de RPA, on va en parler aujourd'hui. On a parlé d'agents IA, on a parlé de toutes sortes d'optimisations, hein, puisque après, il y a beaucoup d'optimisations qui peuvent se faire sans mettre un gramme d'IA dans un cabinet, hein, bien sûr. Nous, ça fait très longtemps qu'on en fait au niveau de la facturation, au niveau de l'organisation, au niveau de tout un tas de choses. Donc, c'était tout à fait passionnant, avec beaucoup d'envie de leur part. Et vraiment, je les en remercie parce que l'accueil a été très chaleureux et très sympathique. Et c'était des personnes qui étaient vraiment très désireuses de s'améliorer, de ne plus vivre de période fiscale comme elles ont pu en vivre ces dernières années. De jeunes experts comptables, puisqu'elles sont dans la quarantaine, donc elles sont en pleine bourre pour développer leur cabinet, et c'était vraiment, vraiment très, très, très sympa. On va parler essentiellement de RPA aujourd'hui. Alors, je vais vous partager ça. Alors, je devais initialement être en compagnie de mon ami Olivier Exbraya, et puis il est tellement sous l'eau, il a tellement de travail depuis le congrès de Lyon, qui a été une réussite pour nous. On a vu, je vous l'ai dit la dernière fois, plus de 200 experts comptables qui sont venus nous voir, et donc très intéressés par les différentes solutions qu'on présentait. Je vais revenir sur les RPA, alors je vais remplacer Olivier au pied levé, hein, mais je suis tellement immergé aujourd'hui dans tous ces outils-là que je peux vous en parler et on va détailler peut-être un peu plus que d'autres fois. Alors c'est parti. Est-ce qu'il y a des soucis au niveau de l'écran? Mais je crois pas, j'ai un écran de contrôle, ça a l'air d'être bien. Donc Olivier Exbraya a été un peu victime, donc patron d'RPA de Factory 456 a été un peu victime de son succès. Je pense qu'il a perdu des bras aussi ces jours-ci, donc ça lui a quand même, ça l'a un peu handicapé, alors qu'on a une montée en charge très très forte, aussi bien sur la RPA que sur les agents IA. Mais écoutez, on était content d'avoir fait ce congrès magnifique. Donc bravo aux organisateurs hein, qui ont vraiment fait une réussite à Lyon. On espère que ça sera aussi bien à Paris l'année prochaine. Voilà, donc RPA, on y va. Alors ça, c'est un petit peu la question que j'ai posée dans mon emailing ce matin. Hein, la nouvelle génération a-t-elle le don de vous agacer? Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il y a eu un changement sociétal très fort depuis quelques années qui fait que les collabs aujourd'hui sont différents de ce qu'ils étaient il y a peut-être 10 ans, 15 ans en arrière et plus. Donc cette génération, elle est rare et donc quelque part coûteuse. Elle n'a pas toujours le niveau qu'on attendrait. On sent qu'il y a eu une dégradation et je pense que ça a un impact sur la dégradation de la qualité de la tenue, voire de la révision. Je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai vécu un peu certaines choses ces dernières années. Elle veut du télétravail, un certain confort, plus d'autonomie, etc., hein, plus de capacité à se libérer éventuellement, ou des horaires plus adaptés. C'est sûr que travailler plus, c'est pas trop dans ces gènes aujourd'hui, hein, sauf exception. Et donc, la vie sociale et familiale, sociale est très importante pour eux. Ils ont raison, hein, quelque part. Euh, Bizarrement, mais je m'en suis aperçu, moi, avec mes enfants, elle ne veut plus ou elle ne sait plus téléphoner. Donc ça pose un problème parce que quand on a besoin d'accélérer les choses dans un cabinet pour récupérer des informations, pour remonter des pièces, pour faire tout un tas de choses, pour annoncer des nouvelles et capter l'attention d'un chef d'entreprise, le téléphone, c'est encore bien, quoi. Elle est plus exigeante et donc aussi plus volatile, donc elle peut changer de cabinet plus facilement. Et peut-être que si elle est intéressée pour aller vers des choses à plus forte valeur ajoutée, hein, des services, du conseil, etc., ben, c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt aujourd'hui dans le cabinet, à aller vers ça, par encore une fois, manque de temps.
Donc c'est vrai que c'est un peu, comme je le dis dans mon mail également ce matin, le serpent qui se mord la queue. On a besoin de dégager du temps pour aller vers les nouvelles choses, mais pour aller vers les nouvelles choses, encore faut-il y parvenir. On pensait depuis au moins 4 5 ans que la facture électronique serait la solution. Et puis on se rend compte qu'avec le report d'une part, et je pense le retard d'autre part, puisque je l'ai déjà dit à maintes reprises, et je l'ai répété également sur les travées du Congrès, je pense que les dates de septembre 26 et 27 seront très très difficiles à respecter. J'ai vu passer ces jours-ci, ça date de ces 24 48 heures en arrière, le fait que la DGFiP avait doublé ses amendes, je crois doublé, il me semble, ses amendes en cas de retard par rapport aux délais légaux, sachant qu'elle a quand même accordé, je dirais par défaut déjà, une latitude de 3 mois. Donc du 1er septembre, on pourrait passer au 1er décembre 2026 pour mettre au moins en réception de factures les entreprises, toutes les entreprises assujetties. Voilà, donc ok, mais en attendant, je pense que le marché n'est pas en avance, les entreprises sont encore moins en avance, et donc on est quand même dans un contexte où en plus la productivité des cabinets a plutôt perdu depuis 7 ans que gagné, très bizarrement. Et donc moi je passe mon temps à répéter que je pense que des outils comme l'RPA, les agents IA, pourraient énormément vous aider. Alors, grand remplacement, c'était un peu provocateur. Je pense qu'on peut plutôt parler de grands déplacements, puisqu'à un moment donné, il faudra faire bouger les collaborateurs vers des choses nouvelles, différentes. Mais encore une fois, je vous le redis, par rapport aux gens que j'ai vus cette semaine à Nîmes, puisque c'était à Nîmes, les collaborateurs sont très partants pour utiliser l'IA dans la mesure où ça leur fait gagner du temps, où ça leur évite des choses qui sont pas très sympas, aller sur les sites web, chercher des documents PDF ou des informations, que ce soit impôts.gouv, l'URSSAF ou encore d'autres. Ils sont tout à fait preneurs de ce genre d'outils, et ils savent que ces gains de temps, ben, ça sera au profit d'autre chose. Donc ça, de ce côté-là, comptez sur eux, ils sont quand même plutôt positifs. Alors la RPA, simplement pour refixer les choses, Robotic Process Automation, donc ça permet de créer des sortes de robots logiciels. Alors je sais que Olivier dirait plutôt des agents, mais bon, agents, robots, peu importe, l'idée est à peu près la même, c'est qu'on peut automatiser les mêmes actions que ce que font les collaborateurs dans des logiciels de production, par exemple, mais ça pourrait être n'importe quel logiciel. Le robot est capable d'analyser l'écran et de reproduire exactement le même comportement productif qu'un collaborateur. Donc effectivement, on va confier à ce genre de robot des tâches plutôt routinières, répétitives, pas très intéressantes, qui pourraient poser des questions de sécurité, de fiabilité, etc. Et donc, en plus, on se rend compte que, j'en reparlerai tout à l'heure, que ces robots sont à la fois fiables, mais également plus rapides qu'un être humain, je dirais, dans le fonctionnement du logiciel, et avec des coûts de revient quand même très très intéressants. Alors c'est vrai que dans les cabinets aujourd'hui, elle est plutôt utilisée et forcément réclamée dans la fonction qui est votre fonction première, qui est la fonction de production, mais ça pourrait s'appliquer à un logiciel de CRM, à un logiciel enfin toutes sortes de logiciels, même de gestion interne, etc. D'ailleurs, je donnerai des exemples tout à l'heure. La RPA, ça peut être n'importe quel type de logiciel. Alors l'intérêt, ben, le premier évidemment, et ça vous en êtes conscient, c'est remplacer des bras manquants. Et ça, on sait que c'est quand même compliqué aujourd'hui dans la profession. La seconde, c'est d'accélérer la production, sachant qu'un robot de RPA, ça va 1 fois et demie à 2 fois plus vite qu'un être humain. Donc c'est quand même très très important. Donc, vous allez voir que ça fait quand même une grosse différence à la fin en termes de coût de revient et de marge. Ça permet de se débarrasser des tâches chronophages qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui ne sont pas intéressantes, ni pour vous ni pour les collaborateurs. Ça permet d'augmenter la fiabilité du travail qui est produit. Et donc, forcément, qui dit meilleure fiabilité, dit a priori meilleure satisfaction, et de l'interne dans le cabinet et du client lui-même.
Et puis, on peut remplacer des heures en coût de revient à peut-être aux alentours de 30-35 € à une fourchette de 5-7 €. Ça veut dire 5-6 fois moins cher. Donc, une fois et demi à 2 fois plus rapide et 5-6 fois moins cher en coût de revient, ça fait quand même un ratio de 10 fois moins cher en tout. Et ça permet selon mon point 6, de retrouver des marges qui se sont perdues au fil du temps et qu'il faudrait reconstituer pour pouvoir justement réembaucher sur autre chose, de nouveaux profils, réinvestir dans le cabinet, acheter des outils pour peut-être des missions ou des services différents, organiser des structures juridiques à part peut-être pour faire du conseil, etc., etc., etc. Mais en tout cas, on peut inverser totalement une tendance hein, qui est aujourd'hui que vous vivez ce plafond de verre dont je parle depuis pas mal de mois là dans mes webinaires. Là, pour le coup, moi, je vous conseille assez d'aller vers ça parce que c'est pas du tout au détriment des êtres humains, parce qu'en général, dans toutes les stratégies qu'on a mis au point avec les cabinets dans lesquels j'ai travaillé depuis un peu moins de 2 ans maintenant, systématiquement, quand on mettait de l'IA en œuvre, c'était au profit d'un effectif cabinet renforcé plutôt que diminué. Donc l'objectif n'est pas d'enlever des êtres humains, en tout cas de déplacer ceux qui veulent bien se déplacer, et plutôt d'embaucher des gens vers les choses que vous voulez faire. Mais encore faut-il avoir dégagé du temps interne et des moyens financiers pour pouvoir le faire. Donc voilà, quand je disais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si vos marges continuent à baisser et si vous continuez à subir tout ce qui se passe, et demain à subir peut-être l'IA et à subir la facture électronique qui arrive à grands pas, ben à un moment donné, ça ne va pas le faire. A contrario, si vous retrouvez des marges financières et du temps, là, pour le coup, vous êtes parti dans le très bon sens, et là, vous allez pouvoir envisager des stratégies, sachant que si rapidement, et avec la RPA et les agents IA, vous pouvez faire des gains quasi instantanés, hein, le ROI, tous ces outils-là, c'est souvent en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, vous avez rentabilisé votre investissement, donc c'est quand même très très intéressant. Et ça peut vous permettre après voilà, d'aller vers tout ce que vous voulez sans aucun problème, sans aucune limite. Hein. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Alors, la RPA, ben, ça fait tout ça, hein, déplacer des fichiers, écrire, recevoir des emails ou des SMS, extraire du contenu de documents, d'emails, etc. Ça peut faire des calculs, ça peut récupérer des datas sur le web, dialoguer avec des chatbots, se connecter à des API. Enfin bon, à peu près tout ce que fait un être humain, ça peut le faire. Et ça peut être en coopération avec des agents IA. C'est-à-dire que là, dans ce schéma-là, c'est un peu un mix de RPA et d'agents IA en réalité. Alors, si on prend quelques exemples très concrets, hein, si on parle de compta, voilà grosso modo ce que ça peut faire. Ça veut dire que là, ça peut faire quand même beaucoup de choses hein, dans le processus de tenue comptable et même après de révision et de bilan et de clôture. Ça permet de faire énormément de choses et donc de gagner un temps très, très substantiel pour vous éviter d'être toujours un peu à la course dans ces périodes fiscales et à la course pour embaucher une personne de plus qui vous manque et que vous allez peut-être mal embaucher en prenant quelqu'un de trop cher, de trop peu qualifié, en tout cas de pas adapté à vos besoins. Donc là, c'est vraiment un énorme ballon d'oxygène que vous pouvez offrir à votre cabinet. Voilà, ça peut être ce genre d'exemple hein, en livraison de la plaquette. Donc voilà les étapes de l'automatisation telles qu'on peut les mettre en œuvre. Et le robot, il est capable de faire tout ça. Donc il va chaîner Teams, donc un outil bureautique hein, de visioconférence, avec ben, votre outil de production avec Je signe expert, hein, s'il faut signer les documents et puis après les archiver dans la GED du cabinet. Et la GED qui peut être aussi un outil externe à la compta, pas toujours, mais ça arrive. Donc en fait, que ce soit les robots RPA ou les agents, on sait relier différents outils entre eux de façon à trouver un processus fluide qui se fait de bout en bout et totalement automatiquement avec le robot. Alors, autant dans les agents IA, qui sont des agents plutôt d'organisation, on peut mettre des points d'arrêt humains à certains moments
pour éventuellement valider des choses et, je sais pas, par exemple, valider un brouillon de réponse par email. Bon, autant le robot de RPA, en général, on s'organise pour qu'il puisse faire le travail tout seul, y compris jour et nuit, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, généralement, il n'y a pas trop de points d'arrêt dans la RPA. On fait en sorte que ça soit paramétré pour être totalement fluide et pour délivrer le travail de A à Z. Dans le social également, on peut faire énormément de choses, hein. On peut récupérer des datas issues d'emails, hein. Les éléments variables de paye, on peut les récupérer dans le corps d'un email tapé de façon textuelle, même pas dans une feuille Excel préformatée. Donc ça permet d'interpréter la livraison de ces éléments variables, d'en faire un tableau, de l'injecter dans votre outil de paye et ensuite de produire les bulletins, etc. Donc tout ça sont des choses qui peuvent être faites dans les logiciels du marché. Alors pas forcément tous, mais une partie. Voilà. Là, ça peut être. Voilà, l'exemple, on parle de transfert de données de paye vers la compta et ensuite vers la GED. Là, vous avez des exemples de logiciels qui sont cités dans la diapo. Et il y a des GED en plus qui sont hors de ces outils-là, qui peuvent être aussi impactés automatiquement par le robot. En juridique, on a également des possibilités, hein. Bon, il y en a un petit peu moins, mais le juridique est aussi une partie plus légère de votre chiffre d'affaires, hein. C'est souvent 5-6% de votre chiffre d'affaires en moyenne. Mais voilà, si on peut gagner quelques dizaines d'heures régulièrement ou quelques centaines d'heures régulièrement, c'est toujours également bon à prendre en juridique. Alors, en paye tout à l'heure, évidemment, s'il est archi dominant. Je ne sais pas s'il n'y a pas des process qui ont été créés pour OpenPay. En compta, vous avez vu les noms tout à l'heure. En juridique, c'est surtout Polyact et Juriact qui sont les outils qui sont connus aujourd'hui par Factory 456. Voilà, donc le juridique, c'est possible. Voilà un exemple de processus voilà, de préparation d'AG, hein, avec les différentes étapes et la liaison entre je déclare le logiciel comptable et le logiciel juridique. Alors tout ça, vous l'aurez, hein, je passe peut-être un peu rapidement dessus, mais vous l'aurez. Ça peut être également l'audit, hein. Alors là, je ne sais pas vous dire dans quel logiciel ces processus robotisés ont été montés, mais ça, je pourrais me renseigner si vous le voulez. Ça peut être aussi dans votre gestion interne, hein, pour gérer des onboarding clients, enfin entrée-sortie client, entrée-sortie collab, générer des lettres de mission, peut-être lancer de la facturation. Encore une fois, tout ce qui se fait dans n'importe quel logiciel peut être totalement robotisé par ce genre de robot, à condition qu'on lui ait appris comment fonctionne tel ou tel outil, les menus, les onglets, etc., les différents boutons, et puis la méthode de travail dans chacun de ces processus qui peuvent être totalement intégrés et gérés de façon tout à fait complète. Alors, en synthèse, c'est vrai que la RPA, c'est plutôt quand même dédié au travail de vos collaborateurs, sauf si vous êtes un petit cabinet où vous, expert comptable, vous avez encore les doigts, j'allais dire, dans le cambouis et donc dans la production. Si c'est pas le cas, on va dire que la RPA, c'est plutôt un très gros coup de main à vos collaborateurs ou pour éviter de subir une pénurie de bras et donc, vous payez quelques centaines d'heures, ou si vous êtes un plus gros cabinet, quelques milliers d'heures, sans avoir forcément des bras humains. Voilà, compatible avec les outils du marché, j'ai mis ACD, Agiris, Cegid, Pennyline, Polyac, Quadra, Sage, Silae. Bon, il n'y a pas tout le monde là-dessus, mais il y a une partie des logiciels qui sont traités par ces robots d'automatisation de la production. Voilà, avec un petit rappel en dessous des gains que procure la RPA. Donc ça, c'est quand même très intéressant, hein. Donc, je vous dis, c'est vraiment dédié à la production et plutôt à remplacer des heures de collaborateurs et peut-être des tâches pas très intéressantes. Évidemment, si ça remplace vos heures à vous, ça peut être encore plus intéressant parce que pour le coup, vous, si vous libérez des heures à 100, 150, 200 euros, avec un robot qui coûte 5-7 euros, au niveau de la marge, ça fait plaisir. D'accord? Donc voilà.
Alors, simplement un petit rappel, simplement pour faire un petit peu la comparaison, les agents IA, on est plus sur de l'organisation et c'est plutôt vous, expert comptable, qui êtes concerné au premier chef, bien qu'après, on puisse aussi équiper des cadres, l'administration du cabinet et puis les collaborateurs progressivement. Mais au départ, contrairement à la RPA où on touche tout de suite des tâches de collaborateurs, avec les agents IA, on est plutôt sur des tâches d'administration de cabinet, de gestion, de routage d'informations, etc. Et là, c'est plutôt vous qui êtes au centre du jeu en premier rideau. Voilà. Là aussi, les gains sont très significatifs. Hein, on gagne très vite 1 heure ou 2 et à terme, peut-être quasiment un mi-temps d'expert comptable. Donc voilà, à vous de voir ce que valent vos heures. Hein. N'oubliez pas que quand vous libérez 2 ou 3 heures, avec 2 ou 3 heures, vous pouvez faire en sorte que dans le cabinet, il y ait un bilan de plus qui sorte. Donc un bilan entre 2 et 3 000 euros pour 2 ou 3 heures d'expert comptable libéré, sachant que vous allez me dire, oui, mais il y a aussi les heures de collaborateurs. Là, dans votre calcul, c'est pas tout à fait juste. Ben si, parce que les heures de collaborateurs aujourd'hui, on sait qu'elles sont mal utilisées, que les gens, notamment en période fiscale, perdent un temps colossal. J'en parlerai un instant tout à l'heure. Et donc, si vous donnez en plus un peu plus de liberté via des robots ou via des méthodes à vos collaborateurs, dès que vous libérez 2 ou 3 heures, ça veut dire qu'il y a un bilan de plus qui peut passer dans votre chaîne de production et donc 2 ou 3 000 euros de chiffre d'affaires en plus à main-d'œuvre égale. Voilà. Donc, si vous gagnez 500 heures en gagnant allez, 2 heures en moyenne par jour, vous, expert comptable, ça veut dire que ça peut faire un chiffre d'affaires très très intéressant et donc une rentabilité du cabinet beaucoup plus importante. J'en parlais à vos jeunes consoeurs cette semaine. Il faut savoir que moi, je fais un calcul depuis longtemps de ce qu'on appelle la marge par associé. Et cette marge par associé, c'est en gros ce qui permet de rémunérer l'expert comptable et de mettre en réserve, de garder des provisions du cabinet. Ça va souvent de 50 000 euros où là, l'expert comptable ne peut pas très bien se rémunérer, évidemment, jusqu'à plus de 600 000 euros. J'ai vu des experts comptables qui dépassaient 600 000 euros de marge par associé. Par associé. Ça veut dire qu'on est sur un ratio de 1 à 12. Voilà. Donc en fait, le fait d'être négligent sur sa gestion interne, le fait d'être négligent sur son temps et de laisser filer le temps en l'optimisant pas, ça peut coûter extrêmement cher. Et je vous dis, entre un expert comptable qui va avoir 50 000 euros pour se rémunérer et qui va se donner peut-être 2 ou 3 000 euros par mois, et un expert comptable qui peut quasiment se donner, j'allais dire, une rémunération de notaire. Bon, bien que les notaires aillent peut-être un peu moins bien avec l'immobilier en ce moment, mais bon, ça fait plaisir quand même, c'est pas le même standing. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'optimisation. Et réellement, en allant vers ces outils, on peut faire quand même des très très fortes progressions. Je vais en rester là pour la RPA. On fera en sorte de réinviter Olivier un peu plus tard, peut-être sur la fin d'année. Il faut savoir que pour ceux qui sont venus nous voir au congrès, qui étaient nombreux et qui sont en attente de peut-être d'un devis ou d'une prise en charge, bon, ça risque de se faire sur la fin d'année ou tout début 2026 aujourd'hui. Hein, donc, dépêchez-vous si nécessaire de me passer un coup de fil pour que je puisse éventuellement vous faire passer avec une petite priorité dans la file d'attente. Hein, et peut-être avec des conditions intéressantes. Mais si vous attendez trop, vous attendez encore un mois et là, voilà, vous passerez au deuxième semestre 2026. Hein. Donc, venez nous voir très vite parce que ça, c'est vraiment, on a des plannings qui sont très très chargés depuis le congrès de Lyon. Alors, je voulais vous montrer, on va passer un petit peu aux nouveautés de l'IA pour les cabinets. Je vais passer sur quelque chose d'un peu fun. J'ai vu passer sur LinkedIn une petite animation en mode dessin animé qui a été créée par la société Time. Ouais, j'ai trouvé que c'était quand même le meilleur film d'animation sur le sujet qui est généralement un peu, bon,
un peu tristouille et pas très intéressant pour les cabinets et pour leurs clients. Et j'ai trouvé que leur animation était vraiment très sympa, donc je vais vous en passer une petite fraction. Raconter une histoire très très Vous voyez ancienne qui parle de un papier, de accélère-bâton. timbres et de scanners. Il y a très longtemps, j'étais entrepreneur. Avant d'envoyer mes factures aux clients, il fallait d'abord les imprimer, en vrai, sur du papier. On devait envoyer ces factures par mail ou pire, par la poste. Et il fallait aussi les déposer à l'expert comptable. Il faisait de la saisie à la main. Enfin, quand il arrivait à lire mes factures toutes salies dans la boîte à chaussures. Mais c'est une histoire triste, ça, papa. Elle était trop chiante, ta vie. Gaston, les gros mots. Heureusement. Bon, je vais arrêter ça. Voilà, donc ça c'est sympa. Bon, c'est pas tout à fait de l'IA, ça parle de facture électronique, mais comme Time, ils sont très branchés dans l'IA avec leurs outils. On n'est quand même pas trop loin de l'histoire. Euh, Concernant ce qu'on a pu voir au Congrès, il n'y a pas eu énormément de très grandes nouveautés sur l'IA, bon, à part des outils déjà connus de tableau de bord, de prévisionnel, etc., de prédictif. Pour le reste, dans les outils, je vous en ai parlé la dernière fois, je vous avais dit que je vous avais dit au congrès, non, pardon, au club RCA, on avait reçu les quatre plus modernes de la profession, donc Penny Lane, Time, Income à Unisoft. Et je vous avais dit que bon, c'était surtout des chatbots qui attaquaient les data comptables pour analyser des phénomènes, dossier par dossier, avec des prompts tapés à la main, etc. C'était pas très industriel pour l'instant. Hein, je pense que c'est encore le cas. Alors, je sais que Cegid a créé quelque chose qui s'appelle Pulse, et on verra que Pulse est aussi utilisé dans une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT à sortir un peu plus tard. Elle est déjà sortie aux États-Unis. Et donc, je pense que Pulse, ce sont des agents qui permettent d'automatiser des actions à l'intérieur de la gamme Cegid. Je pense que c'est encore en bêta test. Il me semble qu'il y a que peut-être une dizaine de cabinets qui sont équipés aujourd'hui en test sur cet outil-là. Mais bon, c'est plutôt pas mal que quand même qu'un éditeur maintenant un peu ancien s'y mette enfin, hein, parce qu'ils ont pris quand même beaucoup de retard. Voilà, je voulais vous en dire un mot. Alors, il y a un outil qui s'appelle Codia. Alors, je ne sais pas si on le dit à la française ou à l'espagnol, Caudia, mais ça peut être Codia. Et donc, c'est un outil qui permet de faire de l'évaluation d'entreprise et qui repose aussi sur de l'IA. Donc, voilà, je voulais le citer parce que c'est mon ami Vincent Lacombe qui me l'a glissé dans le creux de l'oreille. Je ne l'avais pas vu. De toute façon, à Lyon, j'ai pas bougé de mon stand parce que pas eu le temps. Voilà, donc ça peut être intéressant d'aller voir ça aussi. Une chose aussi que m'a glissé Vincent, c'est une PDP, enfin une ex-PDP, donc une plateforme agréée, ou en cours d'agrément en tout cas, qui s'appelle Super PDP et qui semble être l'une des moins chères du marché. Donc bon, à voir, hein, ça peut être intéressant éventuellement sur des clients qui ont beaucoup de volume. Voilà, je voulais la citer, donc il suffit de taper Super PDP et vous allez tomber dessus sur un site web qui est super simple, hein, on peut pas dire voilà, qu'ils aient fait de grands efforts sur l'aspect visuel. C'est peut-être leur façon d'être très économe de tout, mais voilà, ça peut être intéressant peut-être d'aller découvrir cet outil-là, puisque ce sont des sujets que vous allez aborder très fortement dans les jours qui viennent, et si vous n'y êtes pas déjà. Au niveau des nouveautés, je voulais vous parler un petit peu des nouveautés, donc de faire un petit point de ce qui existe au niveau des IA génératives, des LLM, hein, donc ChatGPT, Mistral, Claude, Perplexity, Gemini, Copilot, Grok et les IA chinoises, donc DeepSeek, Qwen, et puis il y en a d'autres, hein, mais on va dire la dizaine d'IA les plus connues du marché. Donc là, il y a un tableau, une sorte de tableau récap qui sort assez régulièrement là, par des gens sur LinkedIn. Ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est d'analyser le tableau et d'en sortir quelques tendances. Et donc, voilà, par LLM, il m'a dit, voilà, ben, là, les apports de cette nouveauté, donc là, ChatGPT, on est en version 5 maintenant,
hein, et notamment la version 5, 5 Thinking, donc celle qui réfléchit un peu plus longtemps. Elle permet de faire des choses quand même assez intéressantes. Alors c'est vrai que quand on dit vérifier la cohérence d'un FEC ou d'une DSN, il vaut mieux quand même l'avoir anonymisé si vous êtes en direct sur ChatGPT, ou alors avoir pris un LLM, un small LM plutôt, monté sur un serveur local que vous maîtrisez vous, hein, qui ne va pas sur Internet, et donc qui permet de présenter des documents confidentiels de clients sans risque. Hein, je vous l'ai dit, on a sorti, nous, un anonymiseur, d'ailleurs qu'on est en train de perfectionner pour que vous puissiez y mettre des FAQ, des bulletins de paye, des DSN, des contrats de travail, tout type de documents Excel et Word en format DocX ou XLSX. Et donc avec ça, vous allez pouvoir anonymiser beaucoup de choses différentes, hein, une grande partie des fichiers que vous avez à traiter. Et vous allez pouvoir également, derrière l'anonymisation, les analyser automatiquement sans sortir de l'outil, à condition d'avoir simplement un abonnement vers l'API de ChatGPT ou d'autres. Voilà. Bon, Mistral, ils sont plutôt bons sur tout ce qui est OCR. Hein, donc là, ça a trait à tout ce qui est liasse fiscale, RPA, etc. Donc Mistral, ils sont vraiment bons là-dessus. Claude, c'est plutôt du texte et du code. Voilà, donc sur le texte, ils sont imbattables. Sur le code, ils sont très bons aussi, hein, puisqu'il y a Claude Code, qui est un outil spécifique d'Anthropic, qui est vraiment assez magnifique pour faire du code. Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément très nombreux à fabriquer du code, du Python, des choses comme ça, mais ils sont vraiment très bons et on peut arriver à faire des choses assez remarquables. Bon, Gemini, ils sont plus dans la multimodalité, ils sont très bons. Dans les liens avec tout ce qui est suite, évidemment, Google. Et puis, je pense que effectivement, les liaisons avec le Drive ou des choses comme ça, bon, le Drive, c'est pas forcément très sécurisé, hein, donc à voir ce que vous mettez là-dessus. Mais ils ont des qualités. Je pense qu'ils travaillent aussi beaucoup sur les agents, hein, des agents IA qu'on peut taper par des prompts. C'est en train de venir, ça. C'est une fonctionnalité qu'on va commencer à voir apparaître les IA génératives. Perplexity, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est vraiment l'un des meilleurs au niveau de la veille documentaire, réglementaire, etc. Quand on veut avoir des sources sérieuses, solides, c'est sûrement le meilleur produit du marché actuellement. Là aussi, je sais que Vincent Lacombe en est un grand amateur et dans ses formations en compagnie de Vénitien Ducard, il en parle assez souvent de Perplexity. Donc c'est un très beau produit. L'outil de Grok, bah, il a aussi ses qualités. Il peut vous fabriquer des alertes qui sont assez bien foutues et il est capable, bah, ce serait peut-être plutôt sur des aspects un peu marketing, puisque Grok, c'est Elon Musk, c'est X, donc ex-Twitter. Si c'est de l'information marketing commerciale, avoir des infos en liaison avec les réseaux sociaux, ça sera plus aussi leur partie. Mais je sais qu'ils ont également une grande vitesse de fonctionnement dans cet outil-là. Et donc, ça peut être intéressant, d'autant que c'est relativement gratuit, hein, et téléchargeable sur, sur X. Voilà. Ensuite, vous avez Copilot. Alors, Copilot, qui est réputé pour être la plus mauvaise IA du marché, c'est peut-être toujours un peu le cas, sauf que ils sont en train d'intégrer de l'IA nativement dans leur suite Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etc. Et donc, on peut penser qu'à force, ça va commencer à devenir utile, hein, de pouvoir faire des choses en rapport avec vos outils bureautiques. Mais ils ont pris un énorme retard encore aujourd'hui. Ensuite, les deux IA chinoises, DeepSeek et Qwen. Alors Qwen, c'est plutôt une IA qui est vraiment performante, mais surtout parce qu'elle est gratuite, hein. DeepSeek, par contre, ils sont beaucoup plus costauds en puissance.
Effectivement, on peut analyser des grosses bases dessus, hein, et également faire du prédictif. Donc c'est un très beau produit. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il y a des modèles payants aujourd'hui sur DeepSeek. Moi je sais que je l'avais testé en gratuit à l'époque. Je m'en sers pas aujourd'hui, mais il paraît pour des gens qui s'en servent que c'est pas mal. Et que ça peut même, en DeepSeek ou Qwen ou encore d'autres IA chinoises, s'injecter dans des agents IA, hein, avec des coûts au token qui peuvent être très très performants aussi. Voilà, donc ça, c'est des choses à connaître également. Si on fait une petite synthèse de ça, hein, c'est vrai il y a cette petite diapo qui fait un peu le point sur, en fonction de ce que vous recherchez, hein, si c'est de la productivité, si c'est de l'analyse, si c'est de la veille, si vous voulez avoir des données en sécurité, et là peut-être Mistral sera mieux que d'autres, mais je vous dis, là, on est en train de travailler, nous, sur la notion de small LM, contrairement à des LLM, small LM qui peuvent se charger sur un serveur local, hein, que vous maîtrisez totalement et sur lequel vous pouvez amener toutes sortes de fichiers analysés sans forcément les anonymiser. Voilà. Donc tout ça, c'est en train de bouger pas mal et je trouve que nous, on travaille beaucoup sur les agents IA. Je vous en dirai plus peut-être après, sinon je vais vous le dire tout de suite. En relation avec la facture électronique et du kit facture électronique que je vais vous remontrer, on est en train de travailler sur la récupération dans l'annuaire de la facture électronique des informations entreprises, savoir si déjà elles sont bien dans l'annuaire. Bon, c'est quand même important de le savoir parce que ces derniers jours, ça a ouvert, hein, je crois, depuis une quinzaine de jours, ou depuis le congrès peut-être. Mais par contre, on s'est rendu compte que certains BNC n'étaient pas encore présents sur cette plateforme, et donc dans cet annuaire, et donc c'était un peu embêtant. Par ailleurs, sur cette plateforme, on peut voir si oui ou non l'entreprise a déjà choisi une plateforme agréée. Et donc, ça veut dire que, alors pour l'instant, on n'a que oui ou non. Mais ça veut dire que non seulement on peut savoir exactement dans votre fichier client qui sont les gens qui sont absolument assujettis, hein, qui sont connus par l'administration fiscale, et également s'ils n'ont pas déjà pris dans votre dos une PA avec un banquier, avec un éditeur, avec je ne sais qui. On va essayer de voir si on peut se brancher sur cette API de l'annuaire. On a tenté un petit peu déjà depuis 48 heures. C'est pas simple, comme toujours avec l'administration fiscale. Au pire, peut-être qu'on pourrait faire un petit robot de scrapping pour vous remonter les datas et vous les injecter dans notre outil, dans notre base de données du kit facture électronique. Alors, je vais vous en parler d'ailleurs maintenant. Alors, simplement, trois nouveautés dans ChatGPT pour finir cette petite revue rapide. Le mode agent. Donc, le mode agent de ChatGPT, c'est un embryon, on va dire, qui vous permet, via un prompt, de demander l'exécution je sais pas, d'une réservation d'un restaurant sur Internet, d'aller regarder sur un site web pour rechercher une paire de chaussures. Bon, faire plein d'actions. Alors là, je vous parle de choses qui sont plutôt du domaine privé, mais on pourrait imaginer ça puisse être pour aller chercher un formulaire, pour aller consulter un site web, pour faire un peu de veille, etc. Bon, pour l'instant, c'est très frustre, hein, c'est vraiment très léger. Par contre, alors en version gratuite, vous l'aurez pas, hein, de ChatGPT. Par contre, dès que vous êtes sur la version plus à 20 dollars par mois, là, vous pouvez vous en servir. Bon, je pense que pour l'instant, c'est un peu trop léger, en tout cas pour des applications professionnelles, mais on peut penser que ça va progresser. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, qui est par contre assez astucieuse et assez intéressante, s'appelle les branches. C'est-à-dire que là, quand vous êtes en train de lancer une discussion et de poser des questions, donc de taper des prompts, vous enchaînez, vous itérez sur des questions, et à un moment donné, vous pouvez demander à réaliser une branche, c'est-à-dire que vous avez votre discussion principale, et vous dites, mais sur le point 2 là, de ce que tu m'as dit juste avant, je voudrais qu'on creuse un peu et que tu me crées une branche là-dessus. Et donc ça peut être intéressant, parce que du coup, vous gardez votre fil sur la discussion principale,
Mais par contre, vous créez une branche annexe où vous voulez spécialiser la discussion sur seulement ce point 2, par exemple. Si je vous donne, je crois que j'ai un exemple derrière, voilà. Par exemple, ici, je pourrais dire, ben voilà, je veux réfléchir à une stratégie pour une entreprise. Est-ce que je veux avoir une approche low cost, standard, premium, etc. Et là, moi, je peux dire moi-même, voilà, je voudrais que pour ta réponse, tu me crées 3 branches. Et dans chaque branche, je vais pouvoir te poser des questions. Mais vous gardez ces 3 branches séparées. Hein, c'est une sorte d'UX, donc d'interface qui vous permet de ne pas mélanger les questions et à la fin d'avoir une sorte de gloubi-boulga avec 50 questions et vous avez un prompt monstrueux. Là, pour le coup, vous aurez des questions qui intéressent, par exemple, l'approche low cost, des questions qui intéressent, et des réponses évidemment, qui intéressent l'approche standard, et d'autres questions sur l'approche premium. Donc ça, je trouve ça assez utile et assez astucieux d'avoir mis en place ce système. Voilà. Bon, pour retrouver, alors je vous ai mis un peu de précision sur comment faire le truc, mais surtout, voilà, vous avez tout en bas, quand vous cliquez, vous voyez, vous avez les sources en bas en général quand vous avez une réponse de ChatGPT. Et juste à gauche des sources, les 3 petits points, quand vous passez la souris dessus, ça vous ouvre ce petit menu, créer une branche dans un nouveau quelque chose ou lire haute voix. Donc là, vous cliquez sur créer une branche et là, vous pouvez avancer pour demander la branche qui vous intéresse. Et donc après, taper vos prompts de façon un peu différenciée. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant cet outil-là et moi je vais vraiment l'explorer parce que je trouve que pour faire des recherches un peu structurées et quand il commence à y avoir des grosses discussions, c'est bien de pouvoir se servir de ça assez utilement. Ensuite, troisième grande nouveauté récente, très récente même de ChatGPT, c'est Pulse. Alors c'est pas le Pulse de Cégide, c'est le Pulse de ChatGPT. Alors évidemment, c'est disponible aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays anglo-saxons, mais pas en France aujourd'hui. Donc, à moins d'avoir un VPN, vous n'y aurez pas accès. D'autant moins qu'il faut être sur la version Pro, donc même pas la version Plus à 20 dollars, mais sur la version Pro, je crois qui est 10 fois plus cher. Donc là, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Hein, et donc, voilà. Mais je trouve que c'est intéressant parce que Pulse, alors, pour ceux qui ont déjà testé les tâches, c'est pour moi une sorte de version plus des tâches. C'est-à-dire que là, on peut demander à Pulse d'aller faire une recherche en, en deep research, donc en recherche profonde. On peut lui demander de faire une recherche très costaud et de nous le sortir tous les lundis matin à 8 heures. Les tâches permettent de faire pareil, mais à mon avis, c'est de la recherche beaucoup plus légère et donc, pour moi, Pulse, c'est un peu les tâches plus, quoi, de ChatGPT. Donc ça, soit vous avez un VPN pour tester, soit vous attendez que ça déboule en France, mais je vous dis, encore faut-il avoir l'abonnement un peu musclé pour pouvoir vous en servir. Alors aussi, un point important, c'est qu'il faut que la mémoire soit activée pour qu'il garde l'historique. Et donc, qu'il retienne des préférences, des interactions, etc. Euh, Je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui par contre peut présenter des risques, c'est que vous allez aussi donner plus d'accès à plus de données que vous voulez éventuellement brancher pour que Pulse puisse vous répondre de façon plus appropriée, plus complète. Donc, quelque part, il faut aussi ouvrir des accès, etc. Bon, il faudra tester le truc le jour où ça arrive, hein, pour voir si ça pose pas de problème de sécurité et surtout de confidentialité des données. Ça peut être intéressant, enfin, fonctionnellement parlant, ça peut être intéressant. Dans la pratique, il faudra voir si c'est pas une façon pour OpenAI de vous capter encore plus d'informations qu'avant et de vous tenir de plus en plus propriétaire un petit peu dans le système. Alors, je vais vous reparler un petit peu du kit Smart Factoria Plus, puisque là, on a fait un très gros travail ces dernières semaines pour vous amener un produit beaucoup plus complet. Donc, comme je l'explique dans cette diapo, pour surtout, bah, évidemment, accélérer vos déploiements clients, hein, et finir dans les délais, pour concilier facture électronique et période fiscale, parce que vous allez devoir vivre avec les deux, et ça va pas être simple pour pas épuiser justement vos équipes.
pour préserver votre rentabilité, hein, moi je vous ai conseillé très fortement la semaine dernière de facturer par défaut tous les clients assujettis, peut-être à deux niveaux de prix en fonction de la taille des entreprises, sachant que tout accompagnement un peu lourd sera aussi facturable encore en plus, hein. Et puis évidemment, l'objectif étant de satisfaire les clients et pas d'avoir une démarche trop égocentrique ou cabinet-centrique, parce que oui, que certaines PA vous favorisent, c'est clair et net, et si vous pouviez en avoir qu'une, ça serait l'idéal, mais c'est pas ce qui va se passer dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous allez être obligé d'en avoir plusieurs, très certainement, et donc voilà. En attendant, il faut aller vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous le savez. Et donc, voilà, je vous mets quelques écrans plus récents. Donc, il y a une partie collecte de data, hein, en intégrant des choses qui viennent de votre base courante, plus collecte collab, plus collecte client. Et ça vous permet de faire une segmentation, une cartographie de vos clients et d'avoir un plan d'action par priorité. Là, vous avez la partie formulaire client. Donc, ce formulaire-là, il est délivré par le kit au client via un lien. Et donc, le client va pouvoir renseigner les informations, mais seulement celles qui vous manquent dans la base de données qu'on a vue juste avant. Et donc, il remplit les 3, 4, 5, 10 données peut-être qui vous manquent. Et l'avantage, c'est qu'une fois que ce formulaire est validé, hop, tout revient dans votre base de données. Et là, vous pouvez travailler, cartographier, segmenter, analyser tout ce que vous voulez et lancer votre plan d'action. Si vous voulez que pour réclamer ce formulaire, en tout cas le remplissage du formulaire, ou peut-être à terme pour aussi faire fonctionner le robot d'appel client, je vais y revenir parce qu'on va le brancher dessus aussi, on l'a branché dessus aussi. Il faudra avoir un abonnement Twilio, hein, qui est un prestataire qui vous permet de créer des numéros de téléphone dédiés à des fonctionnalités à base d'IA pour envoyer des emails, pour envoyer des SMS, etc. Et donc, le robot d'appel vous permettra donc de déclencher des appels téléphoniques ou des SMS, peut-être du WhatsApp d'ailleurs aussi, et même sûrement. Et donc, cet outil-là, je vous l'ai dit déjà, il va être capable d'appeler un client, donc de déclencher un appel, évidemment de décrocher, de saluer le client, d'avoir une conversation totalement interactive, de poser des questions, de récupérer des réponses et de les ramener dans la base de données, de prendre des rendez-vous, de communiquer des informations, de relancer le client. En fait, voilà, ça va être un assistant téléphonique infatigable qui va pouvoir vous aider avec une voix correcte et sérieuse. D'ailleurs, vous voyez, si je reviens un pas en arrière, il aura un peu les mêmes capacités que le formulaire. C'est-à-dire que dans le formulaire, bon, vous le voyez peut-être pas bien, mais là, vous voyez, j'ai repris un visuel des plaquettes de l'ordre, hein, pour la facture électronique et votre cabinet Xperia. Donc vous, ça sera ce que vous voulez, évidemment, le nom de votre cabinet. Raison sociale, ben, c'est la raison sociale du client et même son code dossier. Voilà, aussi bien dans le formulaire qu'avec le numéro de téléphone ici et la présentation du robot face au client, on va faire en sorte que ça soit très rassurant pour que le client sache que ce robot, bah, s'il a pu détecter, ou si on lui a dit d'ailleurs bah, il est vraiment au service du cabinet, c'est pas un robot pirate qui va essayer de piquer des numéros de carte bancaire ou je sais pas quoi. Donc, il faut rassurer les gens tout de suite, hein, et donc leur dire, voilà, j'appelle de la part de votre collaboratrice Isabelle, et donc on a besoin de ça pour vous aider à déployer la facture électronique. Donc là, l'objectif, ça sera de discuter, mais assez succinctement, hein, c'est souvent des conversations d'une minute ou deux, l'inciter à renvoyer le mandat tiers signé, renvoyer le formulaire rempli, communiquer toutes les informations qui seront nécessaires, peut-être l'aider à organiser un rendez-vous, hein, et lui donner peut-être les plages de disponibilité de l'expert comptable, etc., etc., etc. Donc ça, quand vous avez une base de données pour collecter de façon commando, segmentée, euh, récupérer des datas par formulaire pour aller vite, parce que si vous attendez que tout le monde ait appelé tous les clients, vous êtes mal parti. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous n'aurez toujours pas votre base de données complètement remplie. Et ça, faire ça dans Excel, vous allez voir après, l'outil qu'on vous a mis au point permet aussi de faire du suivi après. Si vous attendez d'avoir fait tout ça
avant de pouvoir enfin déployer des audits, des propositions de plateformes agréées, etc., 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 et d'installer le client et de tester, machin. Là, vous allez vous retrouver vraiment en carafe parce que là, la période fiscale va arriver là-dessus très très vite. Et là, jusqu'en juin, juillet, il sera devenu quasiment impossible de finaliser l'organisation, au moins en réception de factures pour les assujettis, à minima. Et donc là, il y aura un goût étranglement évident qui va faire qu'à un moment donné, tout va bugger, quoi. Les sites web sur lesquels on inscrit les gens, ils vont bugger parce qu'il y aura trop de connexions. Les gens qu'il faut équiper avec des logiciels, bah, ce sont les éditeurs ou les intégrateurs qui vont bugger parce qu'eux, ils pourront plus prendre de clients. Hein, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais il y a, je crois, pas loin de 4 millions d'entreprises qui sont gérées par des cabinets qui ont un expert comptable. Et donc, si on enlève 20% de clients qui ne sont pas assujettis, en moyenne, ça nous fait quand même entre 3 millions et 3 millions et demi de clients. Si vous prenez 30% de ces clients-là qui ne sont pas équipés, hein, voir le dernier sondage d'OpinionWay pour le Conseil national, ça veut dire qu'il y a 1 million d'entreprises à équiper en très très peu de temps. Et donc, ça va être impossible. Enfin, moi, je prends le pari que ça va être impossible. Voilà, donc ne soyez pas dans les derniers avec vos clients parce que là, vous allez vous retrouver dans des files d'attente colossales. Ça, c'est un calendrier. Alors, si le mode sombre vous plaît pas, on peut mettre en écran clair, hein. Là, c'est un calendrier dans lequel vous pouvez mettre, planifier les actions à réaliser pour chacun de vos dossiers clients, hein, de façon à échelonner un petit peu tout ça et avoir une visibilité en termes d'agenda sur votre avancement avec les clients. C'est toujours dans la même base. Vous avez aussi la capacité de mettre ça en mode Kanban. Alors là, on est dossier par dossier, c'est-à-dire que là, c'est un peu comme un Trello ou Airtable, c'est que chaque dossier va pouvoir traverser, moi j'ai défini une dizaine d'étapes. S'il y en a trop pour vous, vous pouvez en enlever, vous pouvez en ajouter aussi si vous voulez, mais déjà 10, c'est bien. Donc là, moi j'ai dit, voilà, j'ai envoyé le mandat au client à la signature. Ensuite, le mandat est revenu signer, ok, donc le client passe d'un cran, d'une étape à l'autre. Ensuite, j'ai facturé le client. Ensuite, j'ai planifié l'audit. Ensuite, j'ai réalisé l'audit et ainsi de suite jusqu'à la fin où j'ai testé le truc. Le client est satisfait, ça fonctionne et ça y est, j'ai fini celui-là. Je passe au suivant. Voilà, donc le Kanban, c'est un outil de suivi étape par étape pour savoir où on en est. Chaque collab pour avoir ses 20, 30, 40, 50 dossiers avancés dans les étapes. Et ça, ce contrôle visuel moi, je l'utilise beaucoup dans les optimisations de période fiscale. Il est très sympathique parce que les gens ont cette maîtrise visuelle et ils voient où ils en sont. Et pour vous, ça permet de voir aussi sur l'ensemble des collaborateurs du cabinet et l'ensemble des dossiers. Et là, on a aussi une stat toute simple qui montre un nombre de dossiers qui vont avancer dans les étapes. Donc, à un moment donné, il faudrait avoir des grandes barres sur le côté droit de l'écran. Voilà. Et puis, bon, ça, si vous voulez acquérir l'outil, vous avez le lien qui est ici, sachant que si vous voulez avoir l'agent et le robot d'appel qui vont dessus, c'est une option supplémentaire, puisque là, il faut que on vous ouvre un numéro de téléphone avec un abonnement Twilio. Et il faut mettre un petit dispositif en place technique pour que ça puisse fonctionner, envoyer des mails, envoyer des SMS, etc. Et donc faire fonctionner le robot d'appel, par exemple, ce qui peut énormément vous aider parce que, encore une fois, les collabs qui veulent plus téléphoner, ça va pas vous aider à accélérer l'histoire. Alors, quelques infos pour finir sur, à mon avis, la façon d'optimiser la période fiscale de cette année, on va dire, en relation avec le travail supplémentaire de la facture électronique. Je pense que ça va être quand même 2 années, voire 3 années assez chargées, voire assez compliquées. Et donc, je pense que déjà, en avant période fiscale, il faut déjà faire un certain nombre de choses, hein. Donc déjà que vos collaborateurs, là, d'octobre à décembre, voire à janvier, fassent un nettoyage maximal des comptes, bah, ça semble une évidence, mais souvent on se rend compte que c'est pas fait. Donc il y a des outils sur le marché qui vous permettent de faire ça et d'analyser les faits de façon très rapide et de voir tout de suite si le dossier est propre ou pas. Donc ça, il ne faut pas attendre sur la confiance sur le collaborateur de savoir s'il l'a fait ou pas, parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises. Mettre en place autant que possible de l'RPA et des agents IA, à mon avis, hein.
Et puis, il y a des dispositifs que j'ai inventés, moi, les années précédentes. La méthode de la chaîne critique, ça fait gagner plus de 30% du temps des réviseurs en pleine période fiscale. 30% avec rien, avec un équivalent de ce que vous avez vu, là, un outil comme la base de données que je vous ai montré pour la facture électronique. Le même outil, pratiquement, vous pouvez gérer des étapes, gérer une méthode, et ça vous permet de faire gagner beaucoup de temps aux réviseurs en leur évitant de faire du multi-dossier, multitâche en pleine période fiscale. Et c'est ça qui fait exploser vos temps. Donc ça, si vous l'avez compris, faites-le parce que ça coûte rien, et ça vous fait gagner 30%. Il n'y a pas besoin d'acheter des logiciels à 20 000 balles pour gagner 30% de temps. C'est quasiment zéro d'investissement, c'est juste de la méthode et un peu de management. Donc ça, on peut vous aider à le mettre en place. Sincèrement, les cabinets qui l'ont vraiment utilisé sérieusement et qui nous ont fait confiance, ils n'ont pas quitté la méthode. Certains, ça fait déjà plus de 5 ans qu'ils l'utilisent. Ils n'ont jamais arrêté. Jamais. Un autre exemple, et ça, on a créé aussi un outil il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est un outil qui fait des tableaux de bord annuels commentés par l'IA complètement automatique, avec éventuellement l'avatar vidéo en plus, ce qui peut vous rendre assez innovant par rapport aux autres experts comptables. Ben, ça aussi, ça permet de fabriquer un tableau de bord en injectant des FAQ, de fabriquer automatiquement le tableau de bord Power BI, tous les commentaires. Vous pouvez les modifier hein, si vous voulez. Et ensuite, vous envoyez ça au client 2, 3 jours avant votre rendez-vous. Quand le client, donc déjà, c'est gain de productivité absolu par rapport à d'autres outils antérieurs qui obligeaient à fabriquer les commentaires à la main et ce que personne n'a envie de faire. Et surtout, quand le client arrive dans le rendez-vous, bah, plutôt que de lui représenter des choses qu'il a déjà vues, vous passez tout de suite à la suite. Donc la suite, c'est quoi? Bah, c'est la facture électronique et c'est les projets du client, c'est ses besoins, des missions complémentaires, etc. Donc là aussi, gagner du temps pour anticiper sur le temps que vous voulez passer dans un futur proche. Réaliser toutes les opérations possibles pour la facture électronique, donc bah, ça c'est quand même ce que vous savez devoir faire, hein. Collecter les datas, cartographier, segmenter les clients, donc établir des priorités, un plan d'action, communiquer, facturer tout le monde. Ça, je vous le conseille fortement, hein. Je ne sais pas si tout le monde le fera, mais je vous conseille fortement de le faire. Peut-être embaucher un chef de projet facture électronique ou co-traiter avec des gens qui existent déjà sur le marché, qui sont des spécialistes. On en connaît. Et d'ailleurs, j'en ferai intervenir dans un webinaire prochain, peut-être pas le prochain, puisqu'il y aura Arthur Valère avec nous, mais peut-être celui d'après. Peut-être je ferai intervenir une consultante sur le sujet. Faites-vous aider, hein, si vous ne vous sentez pas costaud pour l'instant, faites-vous aider. Faire signer les mandats. Pour les clients qui veulent pas signer le mandat, ben, faites-leur signer une décharge. Comme ça, si dans quelques mois, ils sont à la ramasse pour leur facturation, ils sont à la ramasse pour récupérer leur facture d'achat et qu'ils ont des problèmes, qu'ils viennent pas vous mettre en responsabilité après, quoi. Donc moi, je ferai ça aussi. J'essaierai de vous fournir des documents de ce type-là prochainement. Lancer les audits, si possible, sur les clients les plus prioritaires du cabinet, hein, de façon à être déjà en marche pour, dès que les plateformes seront absolument certifiées, agréées, vous pourrez les mettre dedans. Inscrire des gens tout de suite alors qu'on ne sait pas trop, on sait pas trop ce qui va être retenu comme plateforme. Bon, c'est peut-être un peu dommage, c'est peut-être un peu risqué aussi. Voilà. Et ensuite, pendant la période fiscale, ben, lancer les dispositifs retenus, hein, ça on vient d'en parler, mettre des robots ou des agents, encore une fois, ils vous font gagner du temps, hein. Et puis tout ce que vous pouvez faire à partir de là, valider les PA prioritaires pour le cabinet et pour les clients en fonction ben, de leur spécificité, c'est une évidence, les inscrire dans l'annuaire, donc pour l'instant en réception de factures. Euh, Poursuivre, alors, sauf les clients qui sont déjà des grosses sociétés, hein, il faudra qu'ils soient en réception et en émission. Poursuivre les audits pour tous les autres clients, hein. Et puis voilà. Donc là, il y a quand même beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je pense que là, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Tous les échos que j'ai de partout hein, me disent que tout le monde est en retard là aujourd'hui. Tout le monde, bah, il vous manque beaucoup d'informations, ne serait-ce que sur les plateformes agréées. Surtout, c'est une grosse gestion de projet sur des centaines et parfois des milliers de clients. Et donc, est-ce que les collaborateurs vont vous suivre, vont vous aider exactement comme vous le souhaitez? Peut-être.
Est-ce que vous allez faire ça très très bien juste dans les tableaux Excel? Peut-être, mais je suis à peu près sûr qu'avec notre kit, déjà, vous allez faire beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, avec un seul outil qui est complètement dynamique. Un tableau Excel, c'est pas dynamique, c'est pas très pratique, ça peut pas faire beaucoup de choses. Là, l'outil dont je vous ai parlé, il permet de faire énormément de choses et de gagner beaucoup de temps, je pense, pour faire avancer votre projet au niveau global et client par client pour satisfaire tout le monde. Voilà, donc ça, c'est mon avis. Vous avez peut-être des questions avant que je conclue et que j'annonce le. Alors bon, la prochaine session, la voilà, hein, donc Arthur devrait être là. S'il n'est pas lui aussi, s'il arrive à surnager, parce que je pense qu'ils ont fait un congrès assez démentiel à Lyon il y a quelques jours, mais il m'a promis d'être là le 10 dans ce webinaire, donc ça sera également à 12h30, hein, donc réservez tout de suite votre place. J'ai déjà envoyé le lien, je le renverrai évidemment, mais je l'ai déjà envoyé il y a quelques jours, je crois en début de semaine ou le week-end dernier. Vous l'avez déjà quelque part dans vos emails. Je vais simplement arrêter 2 secondes le partage. Je voulais savoir sur tous ces sujets-là, vous aviez des questions, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur la facture électronique. Alors, j'ai Guillaume qui me dit bonjour, on a un équet officiel quelque part sur ce report de 3 mois à décembre. Euh, oui, 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 j'ai lu quelque chose. Il faut que je vous retrouve le lien. Je ne sais pas si c'est pas sur le site web de la DGFIP, hein, ils ont indiqué que à la fois ils allaient durcir les sanctions. Bon, mais d'un autre côté, qu'ils donneraient une sorte de délai de grâce, on va dire, de 3 mois, donc jusqu'au 1er décembre, hein. Donc, mais je vais faire en sorte de retrouver la source, mais je pense que c'est le site de la DGFIP, hein. Je vais retrouver la source et je vais vous mettre le lien dans le diaporama. Ensuite, Guillaume me demande également, l'API de l'annuaire, elle est documentée où? Elle ne semble pas apparaître sur api.gouv.fr. Ce serait une bonne surprise. Je n'avais eu que des échos négatifs sur l'existence d'une telle API. Alors, l'API de l'annuaire, on y a travaillé depuis 48 heures. Je peux vous envoyer également le lien d'accès. Bon courage à vous, parce que nous, on a ramé et on s'est retrouvé dans une sorte de formulaire à remplir avec un champ en particulier, avec un choix qui était censé être équipé d'une liste déroulante et la liste déroulante était vide. Donc, bah, ça nous a planté en cours de réponse dans ce formulaire. On n'a pas pu aller au bout de l'histoire. Donc, c'est un peu compliqué pour l'instant, apparemment, de pouvoir capter les datas via cette API. Mais là encore, je vais essayer de vous donner le lien pour aller la regarder. Si vous êtes plus chanceux que nous ou plus brillant que nous, Guillaume, je suis preneur de l'information, de savoir comment vous avez fait. Mais nous, on s'est un peu planté le nez. Donc, on a dû envoyer une demande, un ticket, je sais pas quoi, pour en savoir plus et savoir comment on pouvait passer le cap. Hein, donc, si vous avez une information dans l'autre sens, je suis preneur également. Vous connaissez mes coordonnées. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur à la fois l'IA, le facteur électronique, la RPA, les agents? Hein, puisque là, je suis un petit peu en avance pour une fois. Je peux répondre à quelques questions. On a un petit peu de temps. Est-ce qu'il y avait des sujets sur lesquels vous aviez envie d'en savoir un peu plus, d'avoir des explications complémentaires, des sources, toutes sortes de choses? Allez-y, hein, posez vos questions, qu'on en profite avec un peu d'interactivité. Je vous laisse 2 secondes. Alors, Christopher, quand sera accessible ce webinaire en replay? Alors, généralement, on vous envoie déjà le support, on vous l'envoie au plus tard demain. Et la vidéo, elle est soit en ligne, soit le dimanche soir, soit lundi. Hein, donc, on va dire sous 48 heures, je pense que vous aurez tout ça. Guillaume, 2 ou 3 mots sur ce qu'est la méthode critique. Alors, la méthode de la chaîne critique, c'est quelque chose que j'ai inventé il y a 8 ans, je pense, dans la profession, qui s'inspire de ce qu'on appelle la théorie des contraintes. La théorie des contraintes, c'est une méthode d'organisation qui a été inventée dans le monde de l'industrie
par un consultant qui s'appelait, il est décédé hein, il y a une bonne dizaine d'années, qui s'appelait Eliahu Goldratt. Donc c'était un Israélien. Et en fait, il avait inventé une méthode qui disait, en fait, en gros, hein, il disait dans un système, dans un processus, il y a toujours un endroit où on a un goulot principal. Et dès lors on a identifié ce goulot principal, l'objectif, c'est que toute l'organisation de l'entreprise, donc pour nous du cabinet, se mette au service de ce goulot. C'est-à-dire déjà évite de le rendre goulot. Et le goulot d'étranglement en période fiscale, on sait qui c'est l'expert comptable en bout de chaîne, ou c'est en tout cas la dernière personne interne au cabinet ou au centre de gestion, au CER France, à qui vous voulez, qui est en bout de chaîne avant de restituer l'information finale au client, donc un bilan ou des choses comme ça. Et donc, à un moment donné, si on veut éviter que le goulot expert comptable explose, ce qui arrive invariablement chaque année dans 90% des cabinets ou 95% des cabinets, il faut éviter que les collaborateurs fassent du multitâche, multidossier. Ça veut dire quoi? C'est que les collaborateurs, en général, quand ils travaillent, quand ils lancent par exemple leurs premiers travaux au mois de janvier là, pour les dossiers 31-12, ils ouvrent un dossier, ils commencent le boulot, ils se rendent compte qu'il leur manque plein de choses, ils font une liste, ils l'envoient au client, ils passent au deuxième dossier. Et ils font pareil sur le deuxième dossier. Et comme le deuxième dossier n'est pas non plus tout à fait clean, ils passent au troisième dossier. Et au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines, ils ont 5, 7, 10, 12, 15. J'ai vu des collabs avoir jusqu'à 30, 40, 50 dossiers ouverts, pas terminés, notamment quand ils ont des gros portefeuilles de 80, 100 dossiers ou plus. Ça peut arriver hein, sur des collabs qui ont beaucoup de SCI, de BNC, de LMNP, etc. Et le résultat, c'est que l'expert comptable, il voit rien venir avant le mois de allez, fin février, début mars. Et donc, pendant ce temps, bah, il n'a pas fait de rendez-vous, il n'a pas en tout cas fait passer ses bilans dans la chaîne, il n'a pas été au bout avec. Et donc, à un moment donné, bah, il explose à partir de mars, avril et évidemment mai. Donc, c'est tout ça qu'il faut empêcher de faire au niveau des collaborateurs. Alors après, on me dit, ouais, mais c'est la faute des clients. Oui, c'est vrai que c'est la faute des clients, mais c'est surtout la faute aux collabs qui ne les ont pas organisés. C'est un peu la faute aux collabs qui n'ont pas nettoyé les comptes toute l'année. Mais si tant est que les comptes n'aient pas été merveilleusement nettoyés, nous, on apprend aux collabs à ne pas lancer dans la chaîne de production un dossier qui n'est pas clean à 90%, 95%. C'est-à-dire que qu'on sache qu'on n'aura pas 100% des pièces, des infos et tout ça au tout début, c'est une évidence. Il en manquera toujours un petit peu dans les coins. Mais il faut que le collab, quand il attaque un dossier, il puisse le terminer le plus vite possible. C'est ça la règle du jeu. C'est ce qu'on appelle un sprint. Et donc ce sprint, il ne peut fonctionner que quand on met le collab dans certaines conditions et qu'on lui explique la méthode que je viens de vous expliquer un peu rapidement. Je pourrais vous envoyer, Guillaume, un ou deux documents PDF que j'ai là-dessus. Et quand on fait ça, c'est magique. Tout à coup, au lieu de mettre 10 éléphants dans le couloir qui vont coincer, on n'en met qu'un à la fois, et chaque éléphant, il passe dans le couloir le plus vite possible, et on peut faire défiler les éléphants. Si vous essayez d'en faire passer 5 dans le même couloir à un instant T, ça passe plus. C'est ce qui se passe exactement en période fiscale, et moi j'ai vu tous les délires possibles entre zéro organisation, zéro gestion de temps, aucun budget de temps prévu, aucune planification. Ça, c'est l'extrême très négligent, à l'autre extrême qui est je planifie 5 mois de travail collaborateur avec tous les dossiers qu'il a sur les 5 mois, et c'est l'autre extrême. Je peux vous dire qu'aucun des deux ne marche. Le second peut-être marche un petit peu moins mal que le premier, mais ça marche pas quand même pour accélérer le système. L'accélération du système repose sur cette interdiction du multidossier, multitâche, sur le fait d'avoir des budgets coupés au début, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des temps N-1 et on prend des temps coupés de 25-30% et on en fait des budgets sérieux, on les met dans l'agenda et surtout on apprend aux collaborateurs à travailler en focus, hein, de façon non dérangeable. Dès lors qu'un collab rentre dans une session de travail, de révision,
il est indérangeable par quiconque, et ni par le téléphone, ni par les SMS, ni par rien. Il est protégé. Et il peut même avoir sur son bureau une peluche ou quelque chose qui mentionne qu'il n'est pas dérangeable. Quand vous accumulez tous ces facteurs positifs, vous leur faites gagner en moyenne 30%. Quand vous ne le faites pas, moi je le démontre mécaniquement dans mon diaporama d'introduction à la méthode, quand on présente le système aux collaborateurs, on leur montre que en moyenne, sur un dossier, ils peuvent passer de 30 à plus de 80% de temps supplémentaire, simplement parce qu'ils ont lancé trop de choses très mal organisées. Voilà, donc ça je peux vous envoyer quelque chose là-dessus. Et vous verrez, d'ailleurs, je pourrais les mettre en lien dans le diaporama, comme ça tout le monde, le support, tout le monde en profitera pour tous ceux qui sont venus et ou qui se sont inscrits, qui n'ont pas pu venir. Mais en tout cas, vous l'aurez tous, vous les aurez tous, ces documents. Je vais les mettre à la fin aussi. Hein, donc les documents sur la DGFiP, l'annuaire et l'API, et les deux documents sur la chaîne critique. Je vais vous les envoyer, vous verrez, c'est vraiment précieux de travailler autrement en période fiscale. Et vous verrez que c'est magique en plus parce qu'on arrive à faire des performances. En général, tout collaborateur confondu, alors là je parle de gens qui jouent le jeu parce qu'il m'est arrivé d'avoir des missions dans lesquelles certains collabs n'ont pas joué le jeu et donc on les a sortis du jeu. Il est même arrivé très rarement que certains cabinets ont fini par arrêter parce que trop de collabs qui étaient trop libres dans le passé ont pas joué le jeu et donc la mission avait plus d'intérêt. Donc on a pu arrêter ça aussi. Mais généralement, tout cabinet et tout collaborateur qui joue le jeu de la méthode, il a une performance qui lui permet de finir tranquillement au mois d'avril ses bilans, quoi, minimum. Les meilleurs peuvent même finir fin mars, début avril, quoi. C'est-à-dire qu'on gagne un mois et demi par rapport à tout le monde, ce qui est quand même assez remarquable. Et là, non seulement on gagne un mois et demi, mais c'est un peu comme à la fin d'une course de marathon où vous avez les premiers de la course qui arrivent frais comme des gardons et les derniers qui arrivent dans la voiture balai, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus fatigué parce qu'on arrive premier, bien au contraire. Donc les gens qui économisent beaucoup de temps, économisent beaucoup de pression, beaucoup de maladies potentielles, de burn-out et sont vraiment très cool. Et moi je prétends que une période fiscale bien maîtrisée, des collabs heureux parce qu'ils sont pas sous pression et que voilà, que l'ambiance du cabinet s'est pas détériorée pendant 3 ou 4 mois, c'est la meilleure façon de garder des collaborateurs dans un cabinet. Hein, sinon, on peut faire des soirées blanches, des animations, toutes sortes de choses, mettre un baby-foot dans la salle de réunion, tout ce que vous voulez, ce ne sont que des gadgets, ça. Là, c'est pas un gadget, c'est vraiment quelque chose qui est fonctionnel et qui est vraiment, et là, je dis, depuis 7 8 ans, ça a fait ses preuves à peu près partout. En tout cas, tous les gens qui ont joué le jeu de façon sérieuse ont tous eu des bénéfices très importants. D'un collaborateur à l'autre, on a des gains entre 20 et 50% du temps passé. Et donc forcément, quand on réduit les temps de 20 à 50%, on réduit les délais de fin de la période fiscale. C'est une évidence. Voilà, donc voilà, tout ça pour répondre à Guillaume, mais je vais vous envoyer effectivement les infos en lien aussi dans le support, comme ça vous aurez ça pour tout le monde. Sinon, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Et je vous dis, bon, cette stratégie, de toute façon, en fait, là, on est dans une période où il faut arriver à mixer tout un ensemble de dispositifs, que ce soit la RPA, que ce soit les agents IA, que ce soit des méthodes de travail, que ce soit des méthodes de facturation et de récupération de marge, etc. Tout ça, ça devient essentiel. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pu être un peu négligent là-dessus parce que, bon, voilà, c'était toujours un peu une petite musique récurrente. Vous voyez, on savait qu'on avait 4 5 mois un peu difficiles, mais bon, et ça passait. Mais là, quand même, pénurie, ça continue, pénurie de collab, ça continue. On n'a pas intérêt à perdre ses équipes. Les marges continuent de diminuer. La productivité, elle n'est pas en positif en ce moment. Voilà, il y a des signaux. Et puis bon, comme l'économie va pas super bien, ben, je pense que sur les honoraires, ça risque de tirer un peu aussi. Et surtout, quand les gens vont savoir qu'avec la facture électronique, ben, les cabinets automatisent beaucoup de choses, quoi. Et donc là, ce que je dis aussi, c'est que dès lors que aujourd'hui les honoraires vont pas tomber d'un coup, hein, ils vont peut-être baisser progressivement. Ils ont déjà baissé depuis 30 ans.
En moyenne, ils ont baissé de 35% ou 40% par rapport à en 95 quand je suis rentré dans les cabinets. Le dossier moyen était beaucoup plus important. Là, aujourd'hui, il est beaucoup moins important. Mais là, avec la facture électronique et l'IA, ça va s'accélérer. Donc, si par contre, vous restaurez vos marges de façon accélérée avec la RPA, les agents, etc., et que donc vous faites du cash, de la marge pure pendant 2, 3 ans, 5 ans, pendant le temps pendant lequel les honoraires vont, notamment de la tenue, de la révision, vont tomber progressivement, ben, autant en profiter maintenant. Par contre, si vous êtes toujours en train de subir ce qui arrive, toujours en train de subir la pression de la concurrence, la pression de la facture électronique, la pression de l'IA, etc., ça devient plus un avantage, ça devient un inconvénient pour vous tout le temps, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut reprendre la main et reprendre une anticipation et une maîtrise sur ce qui vous arrive, de façon à justement ne plus être dans ce genre de trip où voilà, en soumission à quelque chose qui vous échappe un petit peu. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser. Merci de vos questions, merci de votre présence, toujours sympathique. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, j'espère que vous allez utiliser, j'allais dire enfin utiliser toutes ces belles choses qu'on essaie de construire pour vous, hein, parce que je vois qu'il y a des noms qui reviennent depuis des fois 1 an et demi parmi nous, et je vous ai pas forcément toujours vu dans la proaction et l'utilisation de ces outils. Mais après, je ne suis pas au courant de tout non plus, hein. Mais voilà, on est à votre disposition. N'hésitez pas à recourir à nos services. Pour la RPA, n'oubliez pas que si vous êtes convaincu et que si vous voulez passer dans la file d'attente d'ici la fin de l'année ou tout début d'année, passez-moi un petit mail, passez-moi un coup de fil, hein, parce que là, je vous dis, ça commence à bourrer un peu. Et c'est quand même des mécaniques un petit peu bon, lourdes, pas si lourdes que ça, mais là, il y a quand même beaucoup de candidats. Et donc, et pour les agents aussi, là, on commence à avoir pas mal de pression, hein. Donc, dites-nous assez vite si vous voulez anticiper avant la prochaine période fiscale. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Est-il possible d'avoir vos coordonnées? Oui, bien sûr. Ben, je vais noter ça également à la fin du document, hein, du support. Comme ça, vous pourrez me joindre. Je pourrai laisser un numéro de portable et un email. Pas de problème, Christopher. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Bon week-end à suivre. Et puis, je vous dis rendez-vous le 10 si vous souhaitez avoir la co-animation avec Arthur Valère. Ça devrait être assez intéressant. Et là, on va vraiment vous faire une pure démonstration de l'outil, puisque je vous en ai parlé déjà depuis plusieurs fois, mais jamais vraiment montré en action. Et là, on sera prêt et on aura des choses à vous montrer. Donc, ça va être assez sympa. Voilà, bah, écoutez, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.